Bonjour à tous. Cette semaine, au Club Emploi, nous parlons lingerie de luxe. Enfin, du secteur et de ses métiers, ne vous réjouissez pas trop. Le salon de la lingerie ouvre ses portes ce week-end à Paris. Alors, c'était l'occasion de faire venir sur ce plateau Alain Prost, le patron sauveur de la marque Le Jabi. Alain Prost, PDG de la maison Le Jabi, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, avant de parler emploi, je vais rappeler en 2 mots votre incroyable histoire, pendant que nous voyons quelques images de vos collections et de votre équipe. En 2012, vous reprenez pour 1 euro une PME à l'agonie qui a vécu 8 plans sociaux en 9 ans, 10 ans, c'est ça. Vous rationalisez, vous écrémez, vous ne gardez que 195 employés sur 450. Votre projet, c'est de faire de Le Jabi la première marque de lingerie de luxe, 100% faite en France. Alors que personne n'y croyait à l'époque. Juillet 2013, première nouvelle collection. On voit quelques-unes de ces splendeurs à l'écran. Et janvier 2014, vous venez d'annoncer un chiffre d'affaires en progression de 15%. Alors Alain Prost, est-ce que la maison Le Jabi est sortie d'affaires ? Nous sommes bien placés pour l'instant. Les 2 premières années sont positives. 15% de progression de chiffre d'affaires, tout à fait. C'est pas mal. J'ai repris la société début 2012 avec un chiffre d'affaires en portefeuille de 20 millions. Cette année, nous en ferons 28. Donc tout ça, c'est du travail. Maintenir des emplois en France alors que tous vos concurrents ont délocalisé vers des pays à bas coût, finalement, est-ce que c'est viable ? C'est viable parce que nous avons aussi développé un plan stratégique qui nous permet de le faire. Nous avons misé sur le haut de gamme et sur le luxe. Le secret, c'est d'être sur une niche. Voilà, on est sur une niche du marché. On est sur un marché que moi j'estime qui va se développer à terme. Les grands de la couture sont très forts sur le luxe, mais en lingerie, ils n'ont pas d'homologue. Et donc, on a véritablement, pour une femme passionnée de la haute couture, une possibilité de lui proposer de la lingerie haute couture également. Qu'est-ce que vous avez gardé finalement de Le Jabi ? Déjà, j'ai gardé l'ensemble des équipes de création et de développement. Donc, c'était pour moi une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai repris Le Jabi, l'ex-Le Jabi. C'était ce savoir-faire-là que ces femmes ont, ce savoir-faire endormi dont vous parlez ? Tout à fait. Tout à fait. Les gens qui avaient du talent avaient été écartés et mis au placard, comme on dit, parce qu'elles n'étaient pas en phase avec l'ancienne stratégie. Et moi, je les ai rappelés et je les ai réveillés en leur proposant un plan et en leur proposant de rêver avec moi quelque part sur ce nouveau projet. Et de faire du luxe et du fait main. Du luxe et du fait main. Et des plus belles matières de la haute couture, des finitions remarquables, un vrai produit dont on peut être fier dans tout le monde. Alors vous dites aussi que vos salariés ont appris la polyvalence. Alors polyvalence, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est nécessaire dans votre entreprise ? Nous avons 70 personnes qui travaillent sur le développement des produits, donc un tiers de l'effectif total, dont une grosse moitié à l'atelier proprement dit. Et ces gens-là, aujourd'hui, je leur ai expliqué que nous, PME, nous devons être réactifs. Nous devons répondre aux différents challenges de l'entreprise et répondre aux besoins des clients. Donc, au lieu d'avoir des métiers très séparés, très spécialisés, les filles de l'atelier doivent être aujourd'hui capables de faire des prototypes, de faire de la production, de faire des modèles spécifiques, de répondre à des commandes sur mesure et sur commande, puisqu'on a une collection ultra luxe de ce type-là, et de faire du maillot de bain et de la lingerie. Et donc, petit à petit, ça a été un projet important au sein de la société. On a mis à peu près 2 ans pour le réaliser. C'est déspécialiser tout en maintenant un niveau de qualité extrême. Fini le taylorisme, en quelque sorte. Voilà, c'est fini le taylorisme. Et donc, c'est un peu pour moi une renaissance du métier. C'est comme ça aussi que j'attire des jeunes sur ce métier. Combien de cadres avez-vous dans votre entreprise ? Alors, j'ai hérité d'une situation où il y avait beaucoup de cadres. Et aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Il y en a un petit peu moins. On était dans une PME où quelquefois il y avait 2 ou 3 niveaux hiérarchiques, donc pour moi c'était impossible. Il fallait qu'un cadre ait une équipe et puis c'est tout. Donc il n'y a plus qu'un seul niveau alors, il n'y a plus qu'un seul niveau hiérarchique. Il n'y a plus qu'un seul niveau aujourd'hui, avec des gens qui ont davantage de responsabilités que d'autres, mais un seul niveau hiérarchique. On voudrait comprendre comment vous avez fait pour remobiliser vos équipes. Alors je sais bien, c'est en cours, c'est une histoire en train de s'écrire. D'abord, comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous êtes tout seul tout en haut de la pyramide ou est-ce que vous êtes entouré d'une garde rapprochée ? Et qui sont ces gens ? Non, en fait, je crois qu'un des dangers pour un entrepreneur, c'est d'être tout seul. Entrepreneur, on est face à ses responsabilités, je dirais, jour et nuit, parce qu'on passe quelques nuits à ne pas dormir, c'est clair.
Mais aussi, la chance que j'ai, c'est d'avoir 4 personnes autour de moi, donc nous sommes 5 à piloter la société, et qui sont complémentaires, et qui sont des gens d'expérience. Ouais. Vous avez des complices de longue date? J'ai 1 ou 2 complices de longue date, et j'ai des gens dont la directrice des collections que j'ai découvert en reprenant le Jabi, qui a 61 ans, et qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec ce projet. Alors vous avez par exemple réussi à vous faire référencer chez Harrods, Galerie Lafayette, un autre magasin russe dont j'ai oublié le nom. Estée Ladoni. Voilà. Comment vous avez fait? Vous avez mouillé la chemise, vous y êtes allé vous? Ou alors vous avez fait confiance? Comment vous avez fait? Il faut montrer l'exemple au début. Le patron doit être en première ligne. Pour moi, je considère que dans mon entreprise, il n'y a pas de petits boulots. Tous les boulots valorisent notre projet global, que ce soit la couturière consortière, que ce soit le commercial, que ce soit la personne qui fait le marketing ou les gens de la logistique. Et donc, au total, moi, je vais là où il y a besoin. Et donc, pour montrer l'exemple, il fallait être sur le front, donc chez les clients. On ne va pas se mentir. Est-ce que toute l'équipe de Maison Le Jabi est remobilisée? Ou alors est-ce qu'il y en a qui sont encore un peu à la traîne, qui n'adhèrent pas au projet? Non, toute l'équipe n'est pas remobilisée. J'ai eu la chance que, disons, 1/3 des équipes montent très vite dans le bateau, le nouveau bateau Maison Le Jabi, parce que c'était des gens qui étaient passionnés, qui avaient plaisir à travailler sur des produits, à faire des beaux produits, à les vendre, etc. Donc ces gens ont tout de suite adhéré au projet et c'était très bien pour nous donner une impulsion initiale forte. Après, dans une PME, toute l'équipe doit participer. On ne peut pas avoir 1/3 qui tire et puis le reste qui attend. Il faut que les gens montent sur le bateau progressivement et c'est ça qui est très difficile. Donc là, il reste 2/3 de salariés, soit attentistes, soit défaitistes. Voilà, ce sont des gens qui aujourd'hui, entre nous, ont subi aussi 8 plans sociaux successifs. Les plans sociaux, ça laisse des blessures profondes, des amis, des relations qui sont aujourd'hui sans travail, qui sont peut-être malades. Et la répétition a fait aussi que les gens ont perdu confiance en eux-mêmes, en leur patron, en leurs moyens. Et donc, il faut, comme un coach, comme un psy, comme une psychanalyse, leur redonner envie petit à petit. Et on s'y attelle. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même le 2e tiers qui commence à monter sur le bateau. Et ça, c'est vraiment positif pour l'avenir. Bon. Je sais que la Maison Le Jabi recrute à nouveau des jeunes. Alors ça, lorsque j'ai lu cette info, c'est vrai que ça m'a un peu étonnée. J'imagine que c'est à la fois pour renouveler les populations qui vont partir à la retraite, mais est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de votre part d'insuffler du sang neuf dans ces équipes? Les deux, tout à fait. Vous savez, bon, je reprends l'exemple de l'atelier. Quand j'y suis rentré la première fois, j'étais très fier de voir cette garde rapprochée, comme vous dites, qui avait un tel talent, un tel savoir-faire, mais 53 ans de moyenne d'âge. Il faut 10 ans pour faire une bonne modéliste, 4 ans pour faire une bonne couturière corsetière. C'est très très long en fait. C'est très très long parce que tous les produits en fait sont fabriqués après 25 opérations successives sur 56 pièces différentes, 12 matières. Donc il faut avoir à la fois le talent et en même temps la sensibilité et en même temps l'expérience des différents montages. Et moi, j'étais ravi de me dire, écoute, maintenant je vais essayer de faire entrer des jeunes. J'ai besoin de jeunes qui commencent à prendre le relais de transmission du savoir-faire. Et en même temps, comme vous le dites, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup mieux formés qu'ils ne l'étaient il y a un certain temps. Et donc, il y a une vraie confrontation positive d'expérience ou de culture. Et ça, c'est très dynamique pour la société. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'écoles qui forment au métier de la lingerie, de la corsetterie, etc. Donc, comment vous faites? Où est-ce que vous les trouvez, ces jeunes? Vous avez raison, et il y en a en Rhône-Alpes en tout cas, il y en avait quasiment plus. Un petit peu, Il restait un lycée professionnel, Adrien Testu, près de Saint-Étienne, avec qui Colette, donc ma directrice des collections, avait des relations extensives, et donc on a repris contact avec eux pour les remotiver, présenter nos cas, et on vient de faire un accord avec eux, et je suis ravi. Non seulement j'ai 10 jeunes, mais j'en ai 10 qui sont plus ou moins en apprentissage, et donc on a redonné le goût à ces jeunes de ce métier qui avait presque disparu. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura sans doute une dizaine d'embauches chez vous cette année ou l'année prochaine, de jeunes sur ces métiers. On peut, si les choses continuent, parier sur ces embauches. Voilà. Et alors, est-ce que vous recrutez aussi pour d'autres métiers peut-être plus transverses comme la finance, le marketing? Est-ce qu'il ne vous manque pas des cadres qui pourraient accompagner la digitalisation de l'entreprise? Parce qu'on sait que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Internet aussi. Vous avez ces cadres là, vous avez ces gens qui savent faire ou pas encore? Alors,
Je rappelle, on est une PME de 200 personnes, environ 30 millions d'euros. On ne peut pas être les meilleurs sur tous les créneaux. Donc on a recours à des gens en dehors de l'entreprise qui nous aident à développer ces nouveaux instruments et ces nouveaux moyens. Mais on recrute par exemple sur les métiers du retail qui sont fondamentaux pour nous. On est en retard, mais donc on a besoin de cette expérience car aujourd'hui, ce savoir-faire, c'est ce que nous demandent les plus gros clients. Il faut qu'on soit présent. Donc vous recrutez quoi, par exemple, comme quel type de métier? Des gens qui gèrent les magasins, par exemple. Ouais. Donc, gèrent les concessions, gèrent les magasins, gèrent les assortiments, les approvisionnements, qui savent comment fonctionne une boutique. Alain Prost, vous aviez une belle carrière chez L'Oréal, puis La Perla, et puis à 50 ans, vous êtes lancé dans cette aventure. Pourquoi vous n'êtes pas resté au chaud, bien au chaud, chez vos employeurs? Pourquoi vous êtes devenu entrepreneur? Écoutez, c'est un peu mon parcours d'homme et de personne à moi. J'ai toujours, je pense, eu ce goût d'entrepreneuriat et il s'est développé avec mes expériences. Et le goût du risque. Le goût du risque aussi. À 40 ans, j'ai quitté L'Oréal parce que je voulais être davantage mon patron à moi, sentir de A à Z les décisions, la réalisation, etc. Je suis rentré dans une PME à l'époque et j'ai eu beaucoup de plaisir et ça m'a renforcé dans ma décision. Et puis à 50 ans, je me disais, quand est-ce que tu vas enfin commencer à bosser pour toi? Tu sais faire les choses, tu as été dans les plus grandes boîtes. Techniquement, j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, mais je pense avoir un certain savoir-faire. Et donc, quelque part, c'était la volonté personnelle profonde de se réaliser, d'homme aussi de 50 ans qui avait envie de faire quelque chose, qui m'a poussé. Mais de se mettre en danger quand même un peu. Est-ce que vous avez fait un bilan de compétences avant de sauter le pas? Oui, tout à fait. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma carrière. C'est toujours quelque chose de très enrichissant. On prend du recul. Quelquefois, quand on bosse, on n'a pas le temps. On réfléchit sur soi-même, sur son avenir, sur ses qualités, mais aussi sur ses défauts. Et en même temps, ça m'a beaucoup aidé parce que le coach, à la fin, m'a dit « Mais je ne savais pas trop quoi faire à 50 ans. Je risque pas. » Il m'a dit « Mais c'est limpide. La voie pour toi, c'est celle-là. » Ma femme m'a dit « Mais Alain, c'est ce que tu veux faire depuis longtemps. » Et j'ai foncé. Voilà, comme quoi il faut toujours écouter son entourage. Vous continuez de lever des fonds cette année. Vous êtes en recherche auprès des investisseurs. Alors, si un investisseur vous propose de délocaliser, vous acceptez? Déjà, je peux vous dire que ce mot est banni chez Maison Le Javy. Donc, les poils de tous mes salariés se hérissent à ce mot. Donc, je pense que ça sera très compliqué qu'on continue à travailler ensemble. S'ils écoutent cette interview, je pense que ça les rassurera aussi. Merci Alain Prost. Merci. PDG de la Maison Le Javy. Et j'ai tenu mon pari de ne pas vous parler de votre homonyme qui sévit sur les circuits de F1. C'est vissé. Excellente semaine à tous.